En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Les tensions entre le parti au pouvoir et la coalition des 14 semblent avoir laissé place depuis quelques semaines à une querelle qui oppose des partis qui se revendiquent tous de l'opposition. La bataille pour la CENI a commencé, mais celle-ci se fait au détriment du processus électoral qui continue à se dérouler avec une CENI partielle, c'est-à-dire incomplète. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. À qui revient la charge de la résolution du conflit lié au siège de l'opposition parlementaire à la CENI? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Sena Alipuy. Il est cadre de l'Union des forces de changement UFC et conseiller de Gilles-Christ Olympio. Bonjour monsieur Alipuy. Bonjour monsieur Afano, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou, à qui revient la charge de la résolution du conflit lié au siège de l'opposition parlementaire à la CENI. C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, l'information a fait le tour des réseaux sociaux et de certains médias en fin de semaine dernière. Gilles-Christ Olympio aurait eu ces derniers jours des soucis de santé qui ont conduit à son évacuation vers la France pour des soins. Mais la rédaction de Nana FM, ne disposant pas d'éléments qui lui permettent de l'affirmer avec certitude, s'est gardée de diffuser l'information. Et donc ce matin, nous avons l'occasion de connaître peut-être la bonne version au-delà des démentis qui ont déjà été faits, puisque nous sommes avec l'un des plus proches du président national de l'UFC, Sena Alipuy. Il vous arrive de passer assez souvent du temps avec lui. Alors, Gilles-Christ Olympio a-t-il eu un malaise, comme on l'a entendu dire, ou non? Le président de l'Union des forces de changement, le président Gilles-Christ Olympio, se porte bien. Vendredi passé, c'est-à-dire donc le 12 octobre, à cette heure-ci, j'étais dans un taxi pour me rendre à son domicile à Paris. Donc nous avons passé la matinée ensemble. Il allait très bien, nous avons discuté pendant plus de 2 heures. Il était avec sa femme. On a été rejoint même un peu plus tard par le président de la Fédération internationale, M. Magloire Olympio. Le président plaisantait beaucoup et donnait donc des instructions que je devais transmettre à l'état-major ici, à Lomé. Et j'ai pris des notes sur peut-être 6 ou 8 feuilles. Donc, C'est-à-dire que vous avez énormément échangé. Absolument. Et donc, en aucun cas, il n'était malade. Il allait très bien. On a rigolé. Le président va très bien. Et je pense même que d'ici dimanche soir, vous aurez la preuve vous-même qu'il va bien et je pense que vous le verrez. Il va bien, pas comme certains partis politiques le font, ayant l'habitude de dissimuler l'état de santé de leurs responsables, mais bien, et on aura l'occasion de le voir comme vous le dites. Oui, d'ici dimanche, vous le verrez. Je vous assure que vous le verrez. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il va bien. Il faut garder en tête que le président a 82 ans et que on parle souvent de l'attentat de Soudoux. À l'heure où je vous parle, donc du haut de ses 82 ans, il a encore certaines des balles qu'il a prises en 1992 à Soudoux dans son corps. Donc à cet âge-là, c'est tout à fait normal qu'on ait un petit bobo de temps en temps à gauche ou à droite. Mais l'état général de sa santé est satisfaisant, il va très bien. Alors, certains ont accordé du crédit à cette information parce qu'elle a été soutenue par le fait que Gilles-Christ Olympio aurait eu un entretien avec Fornia Singbe. Il ne se serait pas entendu, cela aurait provoqué un mécontentement chez lui. Est-ce que cet entretien, lui, a réellement eu lieu? Oui, effectivement, le président a rencontré le chef de l'État, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, où on dit qu'il a été malmené par des barons et des histoires pareilles. C'est totalement faux. Le chef de l'État a un énorme respect pour le président Gilles-Christ Olympio et ils ont eu un entretien en tête-à-tête. Et cet entretien en tête-à-tête remonte à septembre passé. Donc ça va bientôt faire 1 mois. Et bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Le président a souvent l'habitude de lui dire un certain nombre de choses. Donc la plupart des revendications que les gens font et qui font du tapage dans la rue, lui, c'est quand ils se rencontrent à deux qu'ils s'échangent. Il en parle directement avec le président. Avec lui. Et à ce sujet, il n'aurait pas eu une réponse favorable. Ça a pu le mettre dans un certain état. Non, vous savez, il est tout à fait normal que quand vous veniez avec un certain nombre de revendications ou bien un certain nombre de points à discuter, vous n'obteniez pas satisfaction sur tous les points.
parce que l'autre aussi a sa position, il a aussi les intérêts qu'il doit défendre. Mais le plus important, c'est que la relation soit bonne, que l'échange soit courtois et que l'agenda démocratique avance. Vous savez, si ce que le président Olympio fait, le chef de file de l'opposition le faisait... C'est-à-dire rencontrer souvent le président de la République, oui, sauf qu'il dit qu'il lui écrit et que le président ne lui répond même pas. Ne lui répond pas, c'est vrai. Il lui écrit mais ne lui répond pas, mais il est dans une posture de défiance avec le chef de l'État. Il ne se pointe à aucune activité officielle que le gouvernement organise, alors que le chef de file de l'opposition, c'est une institution. Donc, c'est-à-dire que c'est du donnant-donnant, il y a des droits et il y a des devoirs. Si vous ne voulez pas faire vos devoirs, ne vous attendez pas à ce que vos droits soient entièrement respectés. Alors, aujourd'hui, le sujet qui nourrit l'actualité, essentiellement, c'est ce siège que la CENI, l'UFC, n'a visiblement pas l'intention d'abandonner à la CENI. Comment vivez-vous cette période à l'UFC? Cette fois-ci, nous avons décidé de réagir à ce qui se fait, parce qu'en 2010, lorsque nous étions sous attaque dans les médias, nous n'avons pas réagi. La question du siège à la CENI, sans vouloir perdre nos auditeurs dans des questions juridiques et des complications inutiles, je la poserai sous l'angle du bon sens. Nous sommes allés aux élections en 2013, nous avons eu 10% des suffrages et donc 3 députés. Arrivé à l'Assemblée, nous devons déclarer si nous sommes de la majorité ou de l'opposition. Mais déjà, le fait que nous soyons allés à l'élection pour avoir une majorité contre ce pouvoir indique que nous sommes de l'opposition. Mais étant donné que nous sommes en minorité, nous sommes de l'opposition, nous sommes en opposition à la majorité, ceux qui ont le plus de députés. Et nous nous sommes déclarés de l'opposition. Alors nous sommes l'opposition parlementaire et c'est à ce titre que nous siégeons à la CENI. Donc nous avons un mandat du peuple qui nous amène au Parlement et c'est ce mandat-là qui fait que nous sommes de l'opposition et c'est ce qui fait que nous avons droit à un siège à la CENI. Maintenant, on nous demande de céder le siège de façon cavalière parce qu'il y a eu un accord entre des partis auxquels nous ne sommes pas associés. Vous imaginez qu'on est en train de parler de modifier la constitution au Togo, on ouvre un dialogue et les partis qui sont représentés au Parlement où se font ces modifications au 4/5e, certains partis sont exclus. Vous voyez. Et si aujourd'hui l'UFC doit quitter la CENI et que des partis qui n'ont pas de représentants au Parlement, comme la CDPA, le PNP et d'autres partis, doivent y siéger, en tant que parti extra-parlementaire. Extra-parlementaire, mais c'est-à-dire où est l'équité? Puisque nous avons des députés, nous avons un mandat du peuple. Donc, ça aurait pu se discuter, ça aurait pu se négocier si le chef de file de l'opposition faisait ses devoirs. Je parlais de devoirs tout à l'heure. En 2015, et sans aller dans trop de détails, moi-même, j'ai écrit un article dans lequel j'ai proposé que comme chef de file de l'opposition, il y ait 2 cadres. Un cadre qui représente tous les partis qui sont de l'opposition parlementaire et un cadre qui regroupe les partis de l'opposition non parlementaire, les acteurs de la société civile et les personnes ressources qui sont proches de l'opposition, qui sont dans cette lutte avec nous. Et il coordonne les activités de ces deux. Comme ça, on a une plateforme, on a un agenda pour lequel on se bat pour faire avancer notre cause. Et si on faisait ça depuis cette époque-là, on n'aurait pas eu les manifestations de 2017. Parce que quand vous êtes dans un groupe de façon formelle comme ça, vous ne pouvez pas vous désolidariser de ce que le groupe fait. Mais si vous ne voulez pas faire des choses pareilles et que vous êtes dans la division, nous sommes les vrais opposants, vous n'êtes pas les vrais opposants. Et on se regroupe par intérêt et on fait des alliances, on s'entoure de partis moins représentatifs et on leur cède des postes clés pour pouvoir les manipuler. À la fin... Vous pensez que c'est ce qui est en train de se dérouler? Oui. Quand vous n'avez pas de député du tout ce qu'ils vous disent, vous serez obligé de le faire parce que quand vient le temps de choisir les représentants à la CENI, si vous êtes en défiance avec eux, ils ne vous enverront pas. Alors que nous n'avons pas ce problème-là. Alors vous estimez que vous avez le droit d'être à la CENI et que tout ceci n'a pas été fait sans grande concertation.
sur l'appartenance de l'UFC ou pas à l'opposition. Les accusations étaient faites. L'UFC s'est défendu en mettant en avant notamment la sortie de Gilles-Christ Olympio l'année dernière, qui demandait à Faure Gnassingbé de ne plus être candidat en 2020. Mais maintenant, sur les arguments qui consistent à céder le siège, cette fois-ci au parti a dit qu'il y a aussi 2 députés à l'Assemblée nationale. Vous parliez des 3 députés de l'UFC, mais en passant, Dimo aurait à Fossé Compagnie au parti en cours de route. Absolument. Que pensez-vous de cet argument lié à l'alternance entre griffes avec le parti ADI au sein de la CENI? Écoutez, si ADI a un siège à la CENI, comme le disait hier Maïmouna Ibrahim, nous aussi nous avons le droit d'avoir un siège à la CENI. C'est juste une question de bon sens. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à compliquer dans cette affaire-là. Vous savez, M. Afanou, l'opposition a 8 sièges à pourvoir à la CENI. La C14, pilotée par l'ANC, a la latitude de choisir 7 sièges. Donc 87,5% des sièges. Donc la C14 officiellement est pilotée par Brigitte Adjamagbo Johnson de la CDPA. Comme je vous dis, le plus fort met un plus faible devant pour faire du bruit, mais celui qui prend les décisions ultimement, c'est l'ANC. Bon, c'est eux qui sont représentatifs dans cette affaire-là. Mais bon, ne polémiquons pas. Disons que c'est Mme Adjamagbo pour gagner du temps. Ce que je veux dire, c'est que où est-ce qu'ils sont? Avec 7 sièges sur 8, vous n'allez pas bloquer tout le processus électoral. D'ailleurs, il n'est même pas bloqué, mais on ne va pas punir 7 millions de Togolais à cause d'un siège. Et il y en a qui estiment que c'est vous actuellement, l'UFC, qui est en train de punir les Togolais en refusant de vous retirer. Non, quelle est cette affaire? Nous sommes là-bas de droit, parce que les gens ont voté pour nous. Donc on va déposer le mandat du peuple de côté pour dire que bon, comme les gens ont manifesté, ce que les gens avaient voté là, ce n'est pas valide. Si c'est le cas, donc pourquoi faisons-nous des élections? Il faut que chaque parti déverse ses militants dans la rue. On va voir ceux qui sont les plus nombreux et sur cette base-là, composer le Parlement et la CENI. Non, je pense que si c'est qu'on occupait 2 ou 3 sièges, ça aurait un sens. Mais pour vous, un siège, il n'y a pas de quoi en faire un plat. C'est notre seul siège. Alors, comment êtes-vous parvenu à vous faire cette place à la CENI aujourd'hui remise en cause? Nous ne nous sommes pas fait une place. Nous y étions déjà. Vous savez, l'ambassadeur Omao, qui a été ambassadeur du Togo en République démocratique du Congo, qui a été au protocole, un grand diplomate dans nos rangs, a même présidé la CENI. Il était le président du bureau de la CENI jusqu'à ce que les gens qui sont majoritaires là-bas nous mettent sur la touche, parce que les autres aussi faisaient la CENI buissonnière. Donc, nous étions déjà. Mais la CENI a été renouvelée et des noms ont été renvoyés au Parlement. Est-ce qu'il y a eu une concertation préalable, comme vous le demandez aujourd'hui avec l'ANC? À vrai dire, certains d'entre nous demandent une concertation. Moi, je pense que c'est le chef de file de l'opposition qui, en chef de l'opposition, pas en chef de clan, doit rassembler et qui doit dire: mes amis, venez vous asseoir pour qu'on règle ce problème-là à l'interne, puisque nous sommes tous de l'opposition. Mais si on se comporte en chef de clan, on pense que nous sommes dans une affaire où certains sont opposants, certains ne le sont pas, on est là à se coller des étiquettes pendant que les autres vont nous malmener, on ne peut pas s'en sortir. Donc il n'y a pas eu de concertation avant que le nom du représentant de l'UFC soit envoyé au Parlement? À ce que je sache, non. Et s'il y avait une concertation, nous sommes suffisamment proches du président, en tout cas si cette information devait lui parvenir, elle nous serait également parvenue, et ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, la coalition met en avant les recommandations de la CEDEAO et le comité de suivi qui a entériné cette répartition, 8 sièges pour la coalition et 8 sièges pour le parti au pouvoir. Est-ce que cet accord, à votre avis, annule les arguments que vous venez d'évoquer ou pas? Non, vous savez, nous ne sommes pas partie prenante à cet accord. Je ne veux pas sombrer dans la mauvaise foi qui dit que l'accord n'engage que les signataires. Mais ce que je veux dire, c'est que le pays n'est pas à plat. Nous avons un pays avec un gouvernement qui est en place, avec des institutions contestables, mais qui fonctionnent. Donc, nous ne sommes pas sous tutelle ou dans une posture où c'est la CEDEAO qui va nous dire qui doit aller à la CENI, qui doit aller à l'Assemblée. Ça, c'est des petits problèmes qu'on s'assoit, on discute, on règle.
on ne va pas et tous les jours. Visiblement, les Togolais eux-mêmes en étaient incapables. C'est pour cela que la CEDEAO, pour le moment, est en train de diriger, toujours entre griffes, les opérations. Bon, pour nous, la CEDEAO ne dirige rien. Elle est venue nous assister. Nous sommes un pays souverain. Ultimement, c'est le peuple togolais qui décide de ce qui est bon pour lui. Nous avons un gouvernement en place, nous avons une armée qui est là pour défendre les institutions. La CEDEAO vient nous aider à organiser des élections propres. Parce que vous savez que dans ce pays, les élections propres relèvent de la rêverie. Et c'est ce problème-là qu'on essaie de corriger. Avec la CEDEAO qui a estimé peut-être qu'avec cette répartition 8-8, les élections seraient plus transparentes. Absolument, mais la CEDEAO était claire. On a parlé d'opposition parlementaire, on n'a pas parlé de la C14 seule. Quand on dit opposition parlementaire, c'est les partis d'opposition qui sont représentés au Parlement. Alors, avant d'ouvrir le standard, le contentieux est là. Qui a la responsabilité de résoudre ce problème? Moi, j'estime que l'opposition parlementaire, dans son entièreté, a la responsabilité de résoudre ce problème. Et il appartient au chef de file de l'opposition d'asseoir l'ensemble des partis d'opposition qui sont représentés au Parlement pour trouver un arrangement. Si arrangement il doit y avoir. Parce que on ne peut pas nous dire qu'un parti comme Hadi va avoir un siège à la CENI et que nous n'en aurions pas parce que nous ne sommes pas allés manifester. Nous avons déjà passé cette étape. Ce n'est pas l'argument. On parle d'opposition parlementaire et extra-parlementaire. C'est deux quotas différents, n'est-ce pas? Absolument. Mais l'ADI est un parti parlementaire. Ils ont des députés et ils ont un siège à la CENI. Même chose pour nous. Et nous-mêmes, nous étions déjà à la CENI. Vous savez, il faut avoir un œil dans le processus électoral. Pardon, c'était une omission sur ce point. La coalition explique que à la CENI précédente, c'est l'UFC qui avait un siège et le parti a dit non. Et donc que ce serait idéal ou de renvoyer l'ascenseur au parti a dit. C'est ce qui est dit. Non, ça, nous commençons à rentrer dans des complications. La dernière fois, quand ça s'est produit comme ça, on ne s'est pas convenu que la prochaine fois, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que nous avons 8 sièges à répartir entre 4 partis. Bon, disons 5, puisque les 2, c'est extra-parlementaire. Vous voulez me dire que 4 partis ne peuvent pas se répartir 5 sièges et qu'il faut qu'on aille chercher la CEDEAO? Sur les calculs, l'ANC estime que si on devait tenir compte du nombre de députés, ils auraient eu 4 sièges sur les 5. Donc, pour cette fois-ci, le nombre de députés importe. On ne va plus regarder les suffrages. Parce que si on doit aller sur cette base, moi je vous dirais qu'allons donc avec les suffrages. Donc vous vous basez beaucoup plus sur les suffrages? Moi je me base sur le bon sens. Nous sommes 4 à nous partager 5 petits gâteaux. Au moins chacun prend d'abord un. Et celui qui est plus représentatif prend un deuxième. Quel avantage y a-t-il concrètement à être à la CENI? Vous parlez de petits gâteaux. Visiblement, ça fait l'objet d'une querelle entre partis. Quel avantage y a-t-il? Est-ce que la présence à la CENI garantit le fait qu'on ait un certain nombre de sièges après les élections ou qu'on ait plus de voix? En 2010, nous avons fait ce qu'on appelle une révolution intérieure. Nous avons regardé qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce qu'il avait lieu de faire pour apporter au peuple togolais l'alternance. Nous avons remporté 4 présidentielles. 98, 2003, 2005 et 2010. Sauf que ça n'a pas été proclamé voilà. Sachant cela maintenant, est-ce qu'on va continuer à ne pas être où on contrôle les résultats avant de les proclamer? Alors nous sommes à la CENI. Nous devons avoir notre œil dedans. Nous ne pouvons plus aller à des élections et nous n'avons pas notre... À moins qu'on ait une CENI technique, et à ce moment-là, on sait que c'est technique et c'est une autre affaire. Et c'est d'ailleurs même ce qu'on discutait avec le ministre Boupessi avant que les manifestations n'éclatent en 2017. Parce que lui, déjà, il nous avait invités pour nous faire asseoir, pour voir comment on organise des élections pour qu'on ne se querelle plus. Donc ça, c'est son initiative, ce n'est pas notre initiative. Donc pour vous, la résolution de ce conflit doit se faire au sein de l'opposition parlementaire. La balle est dans le camp du chef de file de l'opposition. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, à qui revient la responsabilité de la résolution du conflit lié au siège réservé à l'opposition parlementaire à la CENI? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Monsieur Kolani. Kolani, vous nous appelez d'où? J'appelle Nagoya. Alors, à votre avis, à qui revient cette responsabilité? Oh, elles sont
parle de responsabilité, cette responsabilité revient que les acteurs politiques togolais ont refusé de respecter les lois qu'on s'est données aisément. Mais qui doit régler le problème? C'est la question. Qui doit régler le problème? Le problème se trouve dans le code électoral. C'est parce que les gens ne veulent pas. Et ils font des compromissions et c'est ce qui fait qu'on est en retard, mon frère. Qui va régler ça? Ça se trouve dans le code. Pourquoi on a écrit des textes? C'est parce que si on n'est pas là, on puisse les appliquer. Maintenant, on a eu des problèmes. La CDE est arrivée. Il est en train de vous parler il est en train de vous parler de choses là. Et les députés à l'Assemblée. Et qui ont leur place. Et l'ANC devait prendre telle place, l'autre va prendre. Même quand on parle de l'ANC là, excusez-moi, vous êtes des journalistes. L'ANC n'a pas été seule aux élections. Ça, personne ne dit le contraire. Maintenant, vous dites que la réponse se trouve dans le code électoral. Quelle est cette réponse? Mais on a dit bien dans le code électoral, il faut 5 personnes au niveau de l'opposition et 5 personnes au niveau de trucs. Donc vous n'avez pas pour référence le travail du comité de suivi des recommandations de la CEDEAO? Oui, c'est ça qui nous cause des problèmes maintenant. Si depuis fort longtemps on respectait ces tests-là, non. C'est parce qu'ils n'ont jamais respecté et ils s'arrangeaient. Les deux partis s'arrangeaient au nom du peuple togolais. Bien. Et maintenant, voici le problème. Merci, M. Kolani, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Kweku Hooper écrit qu'il revient à la CEDEAO en tant que médiateur de statuer chaque acteur, de situer, je crois, simplement, il revient à la CEDEAO de régler le problème en parlant des partis qui sont représentés au Parlement, le partage des sièges, afin que ce feuilleton qui perdure trouve un aboutissement consensuel. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Rachad. Pardon? C'est Rachad. Rachad, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle d'Avedi. Allez-y, nous vous écoutons. Ouais, comme on le dit, la solution se trouve aux mains du chef de file de l'opposition. Que doit-il faire? Aujourd'hui, ce qui est que quand les gens parlent de loi, quand on est en crise, les lois sont mises en veilleuse. Il ne faut pas que les gens viennent nous roubler sur les antennes. On est en crise. Et tout ce qui doit sortir du comité de suivi, tout ça, du dialogue en cours, met les lois en veilleuse. Bien, merci. Merci, Rachad. Le chef de file doit prendre ses responsabilités. Moi, je sais parmi l'opposition, ceux qui sont qui jouent au double jeu. Mais que devrait faire concrètement le chef de file de l'opposition? Ben, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Quand on veut jouer au petit malin, voilà ce qu'on récolte. Mais là, ça veut dire que pour vous, il n'y a plus de problème si vous estimez que le chef de file de l'opposition a fait ce qu'il fallait? Il n'y a pas de problème. Ce qui est fait, c'est ça qui doit être fait. Bien, merci. Merci Rachad d'avoir participé à ce débat depuis Avedi. Passez une excellente journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et donner la parole à Sénat Ali. Puis, auditeur en ligne, allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Allô? Oui, on vous appelle comment? Allô? Oui, je vous écoute. On vous appelle comment? Est-ce que vous nous recevez? Allô? Alors visiblement, la liaison ne s'établit pas. On vous rappelle que quand vous nous appelez, maintenez juste un peu le volume de votre poste récepteur pour pouvoir nous écouter. Alors, un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, visiblement, on a le même problème avec cet auditeur aussi. Je le rappelle, quand vous nous appelez, maintenez légèrement le volume de votre poste récepteur et on pourra échanger facilement. Alors, une rapide réaction à ces interventions. Monsieur Kolani pense qu'il faut les tests n'étaient pas respectés, que vous vous étiez toujours arrangé. Y a-t-il effectivement des arrangements? Bon, en politique, il y a toujours des arrangements. On discute, mais à la fin de la journée, nous avons des lois qu'il faut respecter. Et c'est d'ailleurs parce que souvent, le gouvernement ne respecte pas ces lois-là que nous sommes entrés dans l'opposition et que nous leur contestons leur place. Mais dire que parce qu'il y a une crise, toutes les lois sont en veilleuse, quelle crise? C'est pas parce qu'il y a 100 000 personnes dans les rues que la République est à l'arrêt. Les gens qui ont voté pour nous excèdent ces chiffres-là. Évidemment, le décompte est sujet à appréciation. Est-ce que vous les avez dénombrés, les manifestants? Nous avons tous été
dans ce pays pour voir le nombre de manifestants. Vous avez 10 000 personnes, on dit ça fait 500 000. Quand vous en avez 50, 100 000, on dit ça fait 1-2 millions. Bon, au-delà des chiffres, ce qui est sûr, en gros... Est-ce que pour vous, cela veut dire qu'il n'y a pas de crise, au point où on dit que les lois sont dominées par les différentes recommandations? Non, moi, ce que je dis, c'est que la fièvre qu'il y avait a baissé. Mais le problème n'est pas réglé. Nous avons un problème que nous traînons depuis 1963, qui est le problème de la légitimité. Sans aller dans de longues histoires, nous sommes toujours en crise. Mais donc, il y a des pics. De temps en temps, il y a une fièvre, ça monte, des gens manifestent. Et ça va continuer si nous ne réglons pas les problèmes correctement. Vous voyez. Moi, je pense que les lois ne sont pas enveilleuses et qu'il faut respecter la loi. C'est tout. C'est ce que nous demandons d'ailleurs au gouvernement de faire souvent. Et vous estimez que vous n'êtes pas écouté? Les canaux que nous utilisons depuis 2010 font que nous sommes plus écoutés et nous ont permis d'avoir des gains pour l'agenda démocratique que nous avons, comme un statut pour l'opposition. Nous avons quand même pu avoir un pays qui est relativement apaisé de 2010 jusqu'à 2017, mais demeure le problème des élections frauduleuses qui n'est pas encore réglé. Alors, ce qui semble illogique pour certains Togolais, c'est que l'UFC dise « nous demandons au gouvernement de respecter les lois, alors que l'UFC, en tant que parti, est au gouvernement. » Absolument. Ça semble vraiment illogique, ça paraît illogique. Le problème est que nous sommes en crise, comme ils le disent. Lui, il disait tout à l'heure que les lois sont enveilleuses. Nous, nous disons que les lois ne sont pas enveilleuses. Vous reconnaissez qu'il y a une crise, mais que les lois ne doivent pas être mises en veilleuse. Non, la crise n'a pas encore atteint un point où on doit mettre les lois en veilleuse. Bien. Bon, pour répondre à la question d'illogisme dont vous parliez tout à l'heure, je vous dirais que nous avons gagné la présidentielle en 2010. Mais nous n'avons pas été proclamés vainqueurs parce qu'il y a eu encore une fraude. Et c'est ce qui nous a amenés à rentrer au gouvernement pour occuper une partie des sièges, pour changer la façon dont on fait la lutte. Au lieu d'être une force de défiance... Mais y êtes-vous parvenu? Je dirais que sur 3 points importants, 2 ont été réalisés. Rapidement. Nous avons ramené quand même la stabilité politique jusqu'en 2017. La relance économique est effective avec un taux de croissance stable de 5%. Certains domaines comme le coton où la production a augmenté de plus de 400% entre 2010 et maintenant. Plus de 11 000 km de routes, pistes et autres faites depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Mais là où nous n'avons pas encore réussi, c'est la question de l'alternance pacifique. Et c'est ça que les Togolais nous demandent aujourd'hui. Les Togolais ne nous demandent pas de nous quereller du lundi au dimanche entre opposants. Ils nous demandent de réaliser l'alternance. Et nous travaillons à cette alternance-là. Et c'est pourquoi nous nous disons, par exemple, allez aux élections, faites-vous recenser. Le processus électoral n'est pas parfait, mais comme c'est la seule voie pour aller à l'alternance, empruntons-la. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Abémi. Abémi, vous nous appelez d'où? Adido Gomen. Allez-y, nous vous écoutons. Le problème se trouve chez C14. Parce qu'il est l'opposition, il gagne sa part. Le président de la République gagne sa part. C'est pourquoi il ne peut pas régler le problème qui se trouve au Togo. Parce qu'il y a un problème, il gagne leur part. Alors, que doit faire la C14 pour régler le problème? Vous pouvez baisser un peu le volume de votre radio, s'il vous plaît? Que doit faire la C14 pour résoudre le problème? Ça va comme ça? Oui, oui, ça va. Ah. Alors, que doit faire la C14 pour régler le problème? Il n'y a qu'à oublier les seuls sièges qui sont en train de discuter. Si vraiment ils aiment le Togolais, c'est à cause de ça on va discuter jusqu'à aller 2019. Et puis, avec ça, maintenant, ils gagnent leur part. Et le peuple souffre. Donc, vous pensez que la coalition peut laisser tomber ce siège et laisser la CENI siéger, l'UFC siéger? Bien sûr. Bien, merci. Merci à Bémi d'avoir participé à ce débat depuis Adido Gomé. Gaëtan Max Ajavon sur la page Facebook de Nana FM pense le contraire. Il estime qu'il revient plutôt à l'UFC de s'effacer si elle lutte effectivement pour l'alternance. Comment analysez-vous ces deux positions? Il y en a qui vous demandent ou qui demandent à la coalition de laisser tomber. Ce n'est qu'un siège, vous l'avez dit aussi. Et il y en a aussi qui disent mais ce n'est qu'un siège, l'UFC n'a qu'à laisser tomber. Tous les efforts que nous faisons dans cette lutte sont cumulatifs. Historiquement, nous sommes dans cette affaire-là depuis 1942 avec le CUT et l'UFC a pris le flambeau. La blodée, c'est nous.
Donc nous n'allons pas, à cause de circonstances conjoncturelles, compromettre le processus qui va nous mener à l'alternance. Jusqu'en 2010, nous étions dans la rue. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous faisions. Tout ce qu'on dit, on dit non. Même quand c'est bon aussi, on dit ce n'est pas bon. Parce que ça vient de l'autre côté. Maintenant, nous avons dit en 2010 que ce sur quoi on peut s'entendre pour soulager les populations, on le fait. Ce sur quoi on ne s'entend pas, on continue à discuter et à s'opposer, mais en douce, calmement, sans déranger les populations, en faisant de la vraie politique, en étant une force de proposition. Alors, se retirer pour ses convictions ou rester pour ses convictions, pourquoi est-ce que vous optez? Nous optons pour rester. Il n'était pas question hier qu'on quitte la CENI. Il n'est pas question qu'on quitte la CENI aujourd'hui. Il n'en est pas question demain non plus. Pendant combien de temps avez-vous l'intention de tenir cette position et jusqu'où iriez-vous pour entrer dans vos droits, puisque vous estimez avoir le droit d'y être? Non, nous n'avons rien à faire. Nous organisons les élections. Le recensement a déjà commencé. Ça se poursuit. C'est aux autres de se déterminer parce qu'ils n'ont pas une position fixe. L'année passée, à cette heure-ci, les gens étaient dans la rue. On dit Ford doit partir avant la fin de la journée, avant la fin de la semaine, avant la fin du mois, avant la fin de l'année. Il est toujours là. Excusez-moi, je n'aime pas appeler les gens par leur nom quand on est en train de parler de politique, plutôt par leur fonction. C'est toujours mieux. Ça m'est échappé. Mais je veux dire, le président de la République est toujours là. Alors, nous ne sommes pas celui qui change tous les jours, du lundi au dimanche, tous les jours, ces gens-là ont une histoire différente. Nous sommes dans une logique bien déterminée, qui est de participer au processus électoral pour avoir un maximum de voix. Et si nous avons la majorité à ces législatives, nous vous promettons l'alternance pour 2020. Et pour beaucoup, ce faisant, vous prenez le peuple en étau. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, nous sommes à la CENI depuis 2010. Si vraiment c'était un problème qui empêche le Togo de dormir, ce n'est pas en 2018. Alors, et puis, excusez-moi, allez-y. Nous avons eu 5 ans comme opposition, puisqu'on a un chef de file de l'opposition. Nous avons eu 5 ans pour régler tous les problèmes qu'il y a sur la table maintenant. Pendant 5 ans, d'autres touchent 1 million ou bien 700 000 par mois pour plancher sur ces problèmes-là au Parlement. Donc, si le chef du PNP n'avait pas commencé ces manifestations en 2017, on veut dire que les 5 ans-là, on n'a rien fait, on serait encore retourné aux élections. Donc, dans la vie, il faut être honnête et puis sincère. Nous ne sommes pas parfaits, mais pendant 5 ans, le travail qui devait être fait n'a pas été fait correctement. C'est pourquoi c'est maintenant, à 60 jours de l'élection, que de nuit, on veut bricoler des choses et on nous demande à nous, qui avons déjà envoyé notre représentant à la CENI depuis 1 an pour le compte de l'opposition parlementaire, de commencer à faire des choses que nous n'avons pas prévues. Dans 60 jours, nous allons aux élections et nous devons être à la CENI pour protéger le vote des populations. Vous ne attendez pas à un rétro-pédalage ou un retour en arrière recommandé par la CEDEAO comme on a pu y assister? Non. En ce qui concerne la date des élections? Non. Vous êtes confiant, vous êtes persuadé que les législatives tiendront dans 60 jours comme vous le dites? C'est la responsabilité de la CENI d'organiser les élections. Ils ont dit que c'est le 20. Ils y travaillent. S'ils nous disent qu'ils ne peuvent plus, pour des raisons techniques, on change la date. Alors, ça peut pas être, la date des élections ne peut pas être quelque chose avec laquelle on joue selon l'humeur des politiciens. Alors, Sam, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que depuis 1990, l'opposition ne sait pas que 2 personnes peuvent se partager facilement 25 francs. 28 ans après, ils sont toujours sur place. Moi, je leur conseille de jeter les 5 francs qui posent problème à la mère pour une résolution du conflit. Comment le comprenez-vous? Il nous met devant nos responsabilités. Je suis tellement désolé d'avoir à venir à la radio pour parler des choses pareilles. C'est honteux pour nous. C'est comme si nous étions incapables de résoudre des équations du niveau d'un élève de l'école primaire. Il y a 5 sièges. Nous sommes 4. Tout le monde prend 1 et celui qui a plus de représentativité parmi nous prend 2. Quand un seul là lui dit que l'autre là-bas ne doit rien avoir pour que lui il ait tout, c'est la même logique que le parti au pouvoir. On veut tout pour soi, rien pour l'autre. Même eux, ils ont changé. Depuis 2010, ils partagent un peu. Nous devons changer la mentalité dans ce pays avec une démocratie de le vainqueur prend tout et le perdant n'a rien. Le pays, c'est pour nous tous. Nous allons prendre encore un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour Antoine. Bonjour Kanide, comment allez-vous? Ah, ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons.
Bon, et vous me demandez... À qui revient la responsabilité de la résolution de ce conflit? Ok. Moi, je pense que la résolution du conflit est dans le cadre de l'UFC, hein, parce que si je suis bien les événements, je pense que l'UFC a adressé une lettre à l'ANC où elle a numéré les points de résolution. Et j'ai posé la question au docteur la dernière fois, il m'a dit que la voie judiciaire est la dernière étape. Donc l'UFC n'a qu'à franchir rapidement les étapes pour pouvoir arriver à la voie judiciaire pour pouvoir s'en sortir. Point barre. Bien. Merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous écoutez Nana FM et sur la page Facebook de la radio, Stéphane Bobwepe écrit qu'il ne voit pas ce qu'il y a de mal si l'UFC est dans la CENI. Après tout, ce n'est pas en étant à la CENI qu'on a plus d'électeurs. Un autre auditeur en ligne, ce sera probablement le dernier. Allô? Allô. Bonjour. Madame Essi, comment allez-vous? Ça va. Alors, à votre avis, à qui revient la responsabilité de la résolution de ce conflit? La résolution du conflit revient au RPT. Parce que... le RPT n'existe plus, hein, Madame Essi. C'est pareil, au RPT. Donc, je pense que... est-ce qu'ils ont le droit, un seul parti comme le RPT, est-ce qu'il a, je vais demander à l'invité, est-ce qu'il a le droit d'avoir 9 membres par rapport à la coalition de 14 partis, hein, dans la logique, en leur âme et conscience là, est-ce que le seul RPT doit avoir 9 membres à la CENI? Alors si vous estimez que c'est le parti au pouvoir qui doit régler ce conflit, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? C'est de donner à l'UFC 2 voire 3 membres. Parmi les 8 ou les 8 qui lui sont réservés. Ils peuvent donner, parce que l'UFC collabore avec eux depuis longtemps. Je voudrais demander à monsieur qui est avec Alipuy, vous. il s'appelle monsieur Alipuy. Monsieur, oui. Depuis 2010, ils sont à la CENI, ils nous ont donné des résultats qu'ils veulent. En 2015, pareil. Et les résultats des 38 CELI restants là, on les a pas depuis. Alors qu'ils sont à la CENI depuis 2010. Bien. Je comprends pas. Merci. Ils n'ont qu'à prendre 2 à 3, voire 3 membres chez le RPT. Merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. On peut commencer par elle. Elle vous suggère de plutôt piocher ou demander des sièges dans le quota réservé au parti au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien gentil, madame. Nous ne prenons rien venant du UNIR dans leur quota parce que nous ne sommes pas de la majorité présidentielle. Nous sommes de l'opposition. Vous avez pourtant pris des postes ministériels dans le gouvernement. Mais si on veut être sérieux, en 2010, c'est Jean-Pierre Fabre qui a gagné l'élection. C'est lui qui devait être président. C'est nous qui l'avons présenté en tant qu'UFC. Et c'est d'ailleurs tout ça là qui a amené les problèmes que nous avons. Nous avons tout gagné, mais on nous a volé. Donc on a accepté une partie de ce qui nous revenait de droit. Parce que c'est Madame Essi estime que même maintenant, le vol continue. C'est ce qu'elle a dit. Oui, les résultats ne sont toujours pas nets. Et le vol continuera s'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que quand il faut aller pour surveiller comment l'élection se prépare et dire aux gens de se recenser pour que les nationalistes aillent aux élections et gagnent, puisque la CEDEAO est là pour nous aider à superviser, ils sont en train de faire lundi on va, mardi on va pas, mercredi on va, jeudi on va pas. Ils sont en train de semer la confusion et ils veulent nous entraîner dans cette confusion. On est dans cette affaire de CENI, l'UFC doit partir, l'UFC ne doit pas partir. Comme ça ne prend pas, on commence à dire que Gilchrist est malade, après on va dire qu'il est mort, après on va dire qu'il est ressuscité. Ils sont en train de distraire les populations. Nous savons ce que nous voulons. En 1963, le président Olympio a été tué et nous voulons une alternance dans ce pays pour que les nationalistes, les ablodiviaux que nous sommes, ayant une majorité. UNIR aura sa place dans ce pays, eux aussi ils auront leur place dans ce pays, mais nous voulons un pays uni pour bâtir une démocratie qui repose sur des principes, pas sur l'humeur de politiciens. Alors, Madame Essi a repris cet argument que certains ont évoqué aussi, le fait que votre représentant soit à la CENI depuis 10 ans et qu'il serait temps de faire une alternance. Qu'est-ce que vous en pensez? Une alternance avec qui? Lorsque les Togolais ne vont plus voter pour nous et que nous aurons 0 député, nous ne serons plus à la CENI. Ce n'est pas le cas. Et je pense même que les 10% que nous avons eu en 2013, c'est à cause de la confusion qu'il y a. Vous savez, la vraie politique,
On doit la faire comme des adultes. Nous sommes des opposants. On doit pouvoir se retrouver et discuter. Alors, Kanidek vous propose d'aller en justice, puisque cela aurait été mentionné dans le courrier adressé à la présidente du groupe parlementaire ANC, éventuellement. Est-ce que Kanidek vous recommande d'y aller rapidement pour une issue à cette crise? Nous avons un œil sur les documents qui quittent le cabinet de la présidence de M. Olympio. Je pense que dans aucun des documents, il n'est mentionné justice. Nous ne sommes pas dans une perspective d'aller à la justice. Si ça nous est imposé, nous relèverons le défi. Mais ce n'est pas notre première option. Monsieur Afanou. Mais vous êtes prêt à épuiser les recours dont vous disposez? Monsieur Afanou, les Togolais nous demandent l'alternance. Ils sont fatigués de 50 et quelques années d'un même régime. Au lieu de leur donner l'alternance, nous allons les traîner devant cette justice qui n'est même pas juste. Ça veut dire que vous n'avez pas l'intention d'y aller? Non, nous n'allons nulle part. Le seul endroit où nous allons, c'est aux élections pour les gagner. Nous n'allons nulle part d'autre. Nous ne quittons pas la CENI. Nous surveillons le processus. Nous avons notre œil dedans. Et nous les prions à cause d'un siège de ne pas arrêter tout le processus. Ils n'ont qu'à venir nous rejoindre, comme ça nous serons plus forts pour surveiller le processus, battre ces gens-là aux élections, comme ça a été le cas jusqu'en 2015. On fait l'alternance, les Togolais seront contents. Aujourd'hui, avec le processus électoral tel qu'il est fait, le recensement tel qu'il se déroule, vous pensez avoir la garantie d'élections crédibles? Rien n'est jamais garanti, surtout au Togo. Ce qui est simple et évident partout, ici, ça devient une autre affaire. C'est pourquoi il faut surveiller les affaires de près. Le gouvernement fait un effort pour faire un travail à peu près correct. Mais eux aussi, ils ont envie de garder le pouvoir. Nous aussi, nous faisons un travail qu'on fait de notre mieux. Mais les Togolais nous demandent l'alternance. Ils ne veulent plus qu'on se querelle. Nous avons un projet de société pour ce pays. Nous voulons instaurer l'assurance emploi, l'assurance maladie, beaucoup de choses. Baisser la TVA, baisser l'impôt sur les sociétés. Alors, nous avons besoin qu'on arrête de s'amuser sur des questions qui nous font perdre du temps. Le chef de file de l'opposition n'a qu'à faire son travail, qui est de rassembler l'opposition pour constituer une alternative à ce régime. S'il ne peut pas, nous allons aux élections pour prendre le pouvoir. Et si nous ne l'avons pas, et que nous nous retrouvons en majorité pour diriger l'opposition, nous ferons ce travail-là pour donner l'alternance aux Togolais. En une trentaine de secondes, votre mot de la fin, est-ce que vous voyez la CEDEAO, le comité de suivi, revenir et faire en sorte que les 8 sièges reviennent à la coalition comme cela a été dit? Je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'on ne quitte la CENI que par démission. Et nous n'avons pas l'intention de démissionner. Et le Togo n'est pas sous tutelle. Nous sommes un pays avec une colonne vertébrale. C'est-à-dire la colonne vertébrale dans un pays, c'est l'armée. Nous avons une armée dans ce pays, nous avons des institutions qui fonctionnent. La CEDEAO est venue nous accompagner. La CEDEAO, ce n'est pas notre papa ou notre maman. Et puis pour finir, puisque je n'ai que 10 secondes, dites-vous bien, des gens qui sont incapables de régler le plus petit de leurs problèmes et qui tous les jours doivent aller appeler à l'aide, la CEDEAO. Si même par hasard, ils arrivent au pouvoir, ils vont gouverner à la CEDEAO. Chaque fois que UNIR va faire des marches ou va faire quelque chose, ils vont aller chercher la CEDEAO. Et à cela, on pourrait ajouter qu'ils disent tout le temps que c'est le président lui-même qui est allé chercher la CEDEAO. Oh, qui a besoin de la CEDEAO au Togo? Le monsieur, il est assis sur son fauteuil, il gouverne. C'est vous qui êtes dans la rue. Qui a besoin de la CEDEAO? Merci Sénali, puis d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Mais d'ici là, vous aurez droit à une rediffusion demain samedi à partir de 15h. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM. 95.5 Nana FM.